Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre rendez-vous club pour 3 clubs, l'Agora des DSI, l'Agora des RSSI et l'Agora des assistants de dirigeants, sur un thème qui concerne fatalement les 3 fonctions, la gestion de crise pour nos entreprises. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour. Vous êtes ancien magistrat, député honoraire, consultant sur Europe 1, CNews, ANews Sécurité également. On va revenir sur ces questions de gestion de crise pour nos entreprises, mais tout de suite je vous propose de rester avec nous pour la Minute Benchmark. Philippe Albrecht, bonjour. Bonsoir Julien, bonsoir Monsieur Fenech. Merci d'être resté avec nous pour cette Minute Benchmark. Vous êtes président fondateur de Quanza, partenaire de l'Agora des DSI et de l'Agora des RSSI. Quel est le chiffre du jour, Philippe ? 66% Julien, 66% Monsieur Fenech, 66% des compromissions de données sont d'origine humaine. Alors en tant qu'humains, nous sommes enclins à faire des erreurs. Mais dans le domaine de la cybersécurité, une erreur mineure peut conduire à une violation majeure des données. Le facteur humain est la principale cause de succès des cyberattaques. En 2024, 68% des breaks de sécurité informatique sont dus à des identifiants volés, à du phishing ou à un mauvais usage des outils ou tout simplement à des erreurs humaines. Alors, effectivement, l'être humain représente la plus grande vulnérabilité de la cybersécurité, mais pourquoi ? Parce que, in fine, les employés qui sont responsables de cela, sont-ils paresseux ? Sont-ils indifférents ? Sont-ils des saboteurs ? En réalité, bien sûr que non, et c'est beaucoup plus nuancé que cela. En fait, souvent, les employés ne réalisent pas l'ampleur de la menace de la cybersécurité, ni ses conséquences sur l'entreprise, et parfois même sur leur propre emploi, et même la pérennité de leur emploi. On sait que des attaques majeures sur des entreprises, notamment privées, peuvent entraîner finalement des fois des ruptures de production, des ruptures d'activité, et peuvent même mettre des entreprises dans de très grandes difficultés. Donc ce n'est pas vraiment une notion de paresse ni de mauvaise volonté, c'est principalement une notion de méconnaissance, à la fois des impacts, mais aussi des procédures de signalement des incidents. Alors que faire ? Vous savez que chez Quanza, nous aimons bien apporter des solutions aux problèmes. C'est vraiment une question d'acculturation. L'enjeu est bien de mettre en place des campagnes de formation, de sensibilisation, d'acculturation qui soient régulières, constantes. On se rend compte par exemple qu'après des attaques majeures, mais quand on dit majeure, c'est arrêt de la production pendant 3 à 4 mois, des campagnes de phishing faites 6 mois après, de redonner encore 10% des gens qui recliquaient sur ce type de message. Donc on voit bien que c'est une acculturation, ça doit devenir du réflexe, et c'est à l'entreprise de prendre ça en main. De la même façon, il faut aussi avoir des solutions de déploiement qui permettent extrêmement bien de monitorer tout cela, et donc le choix d'outils de sensibilisation est un véritable défi également. Voilà Julien, voilà Monsieur Fenech pour cette minute cybersécurité de ce soir. Merci beaucoup Philippe Albrecht et je vous propose de rester avec nous pour la grande interview avec Georges Fenech. Georges Fenech, merci d'être resté avec nous. Je le disais, vous êtes député honoraire, ancien magistrat. Vous êtes un homme politique français, ancien magistrat reconnu pour votre expertise en matière de justice, de gestion de crise. Vous avez exercé en tant que juge d'instruction avant de vous consacrer à la politique. Vous avez été impliqué dans de nombreuses missions parlementaires, notamment sur les questions de justice, de sécurité et de lutte contre la corruption. Vous avez eu à gérer plusieurs crises. On va y revenir, qu'elles soient économiques, sociétale. Vous êtes passionné par les questions de gouvernance, de résilience, plein de sujets, différents métiers qui ont rythmé votre parcours. On va essayer d'en dire quelques mots ce soir. D'abord, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager, moi j'aime bien toujours demander à nos invités, leur définition personnelle de la gestion de crise et puis ensuite peut-être nous donner quelques exemples de gestion de crise que vous avez eu à gérer. D'abord, peut-être rappeler l'étymologie du mot crise, je ne sais pas si vous le savez. Crise, ça vient de krisis, en grec, qui veut dire décision. En fait, il faut décider, et de bonne manière, dès lors qu'il y a une difficulté. C'est ça, la crise. Après, je préfère, moi, parler de pilotage, piloter une crise,
que gérer une crise. Gérer, ça donne le sentiment que voilà, ça nous tombe dessus, il va falloir qu'on gère. Alors que piloter, ça veut dire qu'on avait un plan en cas de crise, voyez-vous. Alors, pour vous dire quelles sont les crises que j'ai pu connaître, j'en ai connu sous différentes casquettes, effectivement. Et comme magistrat, bien sûr, les émeutes, et ça remonte déjà dans les années 80. Et les 3 V, comme je les appelais, les Villeurbanne, Vénissieux, Vaux-en-Velin, puisque j'étais juge d'instruction à Lyon. Ça a été les premiers soubresauts des banlieues. Comme parlementaire, j'en ai connu plusieurs de crises. Et je pense la plus terrible à celle des attentats de 2015, où j'ai été amené effectivement à présider la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de l'année 2015, c'est-à-dire l'Hypercacher, avant Charlie Hebdo, Hypercacher, et le Bataclan. Là, c'était une grande crise, grandeur nature, où il a fallu faire un rétex et il a fallu ensuite faire des propositions pour justement mieux nous préparer à ce genre de situation. Vous n'avez pas mentionné aussi, et j'y tiens particulièrement, j'ai aussi présidé la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je l'ai présidé pendant 4 ans, attaché au Premier ministre. Et là, j'ai connu quelques crises, dont une qui était absolument hors norme, qui dépassait même tout entendement, puisque j'étais président de cette mission lorsque est arrivé le mauvais présage d'une interprétation du calendrier Maya que le 21 décembre 2012, ce serait l'apocalypse et la fin du monde. Donc on est en plein milieu sectaire, il a fallu gérer cette affaire, parce qu'il y avait un seul endroit qui devait échapper à l'apocalypse, c'était le pic de Bugarache, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc je me suis rendu avec le préfet au pic de Bugarache pour voir ce qui allait se passer. Et ça a été épique, je pourrais le raconter. On va peut-être y revenir justement sur cet épisode-là. On le sait, toutes les crises sont différentes. Fatalement, les organisations qui les vivent également sont-elles différentes. Quels sont les quelques éléments clés d'une gestion de crise? Est-ce qu'il y a quelques éléments incontournables qu'on va retrouver dans toutes les gestions de crise qu'on pourrait partager avec nos auditeurs? Dans les entreprises, aujourd'hui, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas un plan de gestion de crise. Est-ce que vous pensez que tout le monde y est associé? C'est-à-dire que là, on s'adresse à 3 communautés du groupe Agora Manager, les assistants de dirigeants. Est-ce qu'elles ont... ce serait intéressant de leur poser la question, est-ce qu'elles ont un plan de gestion de crise? Écoutez, je pense que oui, on en parlera. Mais il est évident qu'aujourd'hui, compte tenu des risques nouveaux qui pèsent sur notre vie quotidienne, que ce soit sur le plan économique, sanitaire, sécuritaire, etc., il va de soi qu'une entreprise d'une certaine taille, disons, qui ne prévoirait pas, qui ne saurait pas identifier les risques éventuels, s'expose à disparaître, à subir des préjudices énormes en tout cas. Donc une société, une entreprise, aujourd'hui, elle doit identifier les risques potentiels, elle doit préparer la manière dont on recueille les signaux faibles pour anticiper le plus rapidement possible, prévoir un organigramme qui fait quoi, parce qu'il peut y avoir plusieurs risques de différentes natures, et donc plusieurs plans, en réalité, de gestion de crise. Et puis, un point très important, comment communiquer en interne et en externe. Dès lors que vous avez ce plan, qui tient compte des risques internes à l'entreprise et des risques extérieurs à l'entreprise, vous êtes mieux armé pour y faire face. Et donc, c'est de cela dont on va parler. Quelle place accordez-vous justement à la prévention? Seulement finalement la préparation de ce plan de gestion de crise, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à préparer pour justement ne pas se faire prendre par surprise le jour où une crise arrive? À partir du moment où vous avez un plan, il faut le roder. Il faut éventuellement faire des simulations, voir si effectivement ça fonctionne. Et puis aussi, il faut prévoir l'après-crise, c'est-à-dire le plan de continuité d'activité. Parce que vous pouvez avoir une rupture d'activité.
tout un réseau informatique qui est hacké ou qui est véritablement mis hors circuit, il faut savoir comment on va faire pour gérer cette période, qui peut être plus ou moins longue. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis savoir aussi peut-être rebondir d'un mal peut-être un bien, rebondir d'une crise pour essayer d'en tirer quelque part un profit. Notamment quand on suit une évolution, quand il y a une rupture technologique. Si on attend les bras croisés, on meurt. C'est Kodak qui est resté à son argentique, qui n'est pas passé au numérique. Terminé. Donc on n'a pas su prendre le train de l'évolution. Ça, on est plus dans une évolution technologique, mais qui peut constituer une rupture, donc une situation de crise pour une entreprise qui doit savoir aussi évoluer et s'adapter. À quel moment interviennent les autorités publiques? Alors on a tous en tête, bien entendu, la pandémie, les catastrophes naturelles, mais je vais plutôt parler des entreprises privées qui connaissent une crise. Elle peut être cyber, ça peut être une crise de communication également. On va y revenir en préparant cette intervention. Vous disiez finalement, on est dans un temps de crise, un temps long de crise. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion-là. Mais quelles sont finalement les missions des autorités publiques et à quel moment elles doivent rentrer en jeu lorsqu'une entreprise privée subit une crise, qu'elle soit encore une fois médiatique, interne, externe, peu importe. Alors d'abord, la responsabilité des services publics, de l'État et aussi, ne l'oubliez pas, des collectivités locales, c'est déjà d'assurer la sécurité des citoyens et de leur environnement. Donc l'État et les collectivités locales sont dotés de plans de gestion de crise. Alors il y en a, vous les connaissez, ils sont très, très connus des Français. Le plan Orsec, le plan Blanc, le plan Vigipirate, tous ces plans qui effectivement sont activés s'il y a une crise, menace terroriste, une crise sanitaire, etc. Et après, il est évident qu'il y a des liens très étroits entre le monde économique, les collectivités locales et l'État pour assurer la continuité d'une activité. On a vu pendant la crise pandémique, il a fallu prendre évidemment des décisions très rapidement pour permettre aux entreprises de continuer leur activité, c'était les fameux PGE, etc., mais également accélérer sur le télétravail, faire en sorte qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, de rupture d'activités. Il y a certaines activités qui ont été mises effectivement entre parenthèses, mais la plupart, et ça, il faut reconnaître qu'on a quand même sur le plan économique, avec le fameux « quoi qu'il en coûte », permis aux entreprises de garder la tête au-dessus de l'eau. Donc il est évident que les entreprises doivent connaître leurs interlocuteurs, qui, à la préfecture, comment prendre contact. Il faut avoir son réseau, ses connexions, pour, évidemment, s'il y a une crue, s'il y a un incendie, s'il y a une menace terroriste, il faut que l'entreprise puisse se protéger elle-même, comme un individu, finalement. Et c'est finalement la première chose à savoir. On sait, dans le groupe AgroManager, et vous êtes consultant d'ailleurs sur News Sécurité, les directeurs sécurité ont ce réseau-là, mais finalement, et c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il n'y a pas qu'eux qui sont concernés, on est bien d'accord. Les DSI, les assistants de dirigeants, les RSSI. Les DSI, les RSSI, les directeurs juridiques. Bien sûr. Très important. La continuité des contrats avec l'État, les collectivités locales, les particuliers, les clients, etc. Il y a des contrats qu'il va falloir suspendre et ne pas se mettre en défaut par rapport à l'exécution des obligations des uns et des autres. Donc, SSI, un RSSI, un directeur, un RH, ressources humaines, c'est très important, doit connaître son plan de gestion de crise lui-même. Il doit savoir quel est son rôle, à quel moment il intervient. Et puis, je voulais insister aussi sur la communication, ça c'est très important. Il faut identifier celui qui sera le porte-parole. Alors c'est ma question justement, là j'allais arriver sur la partie communication, à la fois interne et externe. Je me mets à la place d'un DSI, d'un RSSI, il y a une cyberattaque, fatalement toute l'entreprise va venir le voir ou la voir. L'assistant ou l'assistante du dirigeant, s'il y a une crise, on va venir la voir ou le voir. Est-ce qu'on doit communiquer? Quelle est votre recommandation? Est-ce qu'on doit a priori communiquer? Est-ce qu'on doit fermer la porte du bureau à double tour et communiquer qu'une fois que la crise a été gérée une semaine après? Quelle serait votre recommandation sur cette partie-là? Moi, je crois que la pire des choses, ce serait d'essayer de cacher les choses. Ça, il y a pire que ça. Donc, il y a une communication en interne par différents moyens. Tout ça est piloté, des fournisseurs de SMS, d'accès, d'intranet, etc. Il faut que
le personnel, notamment ceux qui ont aussi des responsabilités, sachent ce qui se passe dans l'entreprise. C'est très important. Et puis la communication externe, le moindre mensonge au public, je pense, crise d'une société alimentaire par exemple, il y a un souci. Si vous cachez les choses, le consommateur vous tournera définitivement le dos. Vous comprenez ? Donc il faut savoir comment communiquer en toute transparence, comment aborder cette gestion, comment aborder cette crise vis-à-vis notamment du grand public. Et si j'ai une recommandation à faire, effectivement, après il y a des techniques de communication, on en parlera. Il ne s'agit pas non plus de se jeter comme ça, pieds et poings liés, devant le premier journaliste venu et tout dire parce qu'il veut tout savoir. Il y a aussi un temps pour chaque chose. Ça s'organise, cela. Mais surtout, jouer la transparence et dire, voilà, il nous arrive ça. Il y a un risque. Nous en sommes conscients. Nous avons mis en place des process et nous allons faire pour qu'il n'y ait pas de préjudice ou le moins possible. Et nous allons redresser tout cela. Ouais. C'est ça qu'attend le public d'une grande entreprise responsable. Et pas le fait de « mais non, vous inquiétez pas, oui, vos données, elles ont fuité, mais vous... » Non, oui, on a une fuite de données, on en est conscient, on va voir, et on va identifier d'où ça vient, et on va faire en sorte que non seulement ça ne se reproduise pas, mais que ça n'ait pas de conséquences. Ouais, ouais. Quel est, selon vous, le bon moment, justement, pour communiquer ? Avant que le public... L'idéal, ce serait que, évidemment, avant que le grand public s'en émeuve, qu'il y ait déjà une communication qui soit pas... On ne donne pas le sentiment de réaction par rapport à une demande. Au contraire, il faut aller, je dirais, au-devant. Voilà, prévenir les autorités quand il y a un vrai risque identifié, se montrer qu'on joue vraiment patte blanche et que l'intérêt de l'entreprise, c'est de préserver la santé des consommateurs. Et on pense tous à certaines affaires. Bien sûr. Voilà. Et puis se préparer à répondre. Merci beaucoup, Jean Répondre à un juge, répondre à une commission d'enquête parlementaire. Ça ne s'improvise pas. Vous avez même des cabinets qui préparent. Oui, à répondre. Je pense notamment à la communication, ça ne s'improvise pas. Vous avez des gens qui sont parfaitement capables de former sur la prise de parole en public, sur la manière de réagir. Et puis on n'a pas évoqué ça aussi, mais la manière de gérer aussi les réseaux sociaux. Comment gérer une attaque sur des réseaux sociaux ? Merci Georges Fenech pour cette première partie de l'interview, de la grande interview. Je vous invite à rester avec nous, on va faire une petite pause, le temps d'accueillir Anne-Sophie Poggi pour la Minute Légale. Anne-Sophie Poggi, bonjour. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette Minute Légale. Quel est le sujet que vous allez aborder aujourd'hui ? Eh bien justement, on va aborder la gestion de crise cyber. C'est d'actualité. Donc l'ANSSI va publier son panorama de la menace 2025 le 11 mars prochain, mettant en lumière deux risques principaux. Bien entendu, les menaces liées à l'utilisation de l'IA, et ainsi que les attaques sur les hyperviseurs, les logiciels de gestion des clients des prestataires cloud et les attaques de la supply chain. Une part croissante de la valorisation des entreprises provient de leurs données, réputation et propriété intellectuelle. Il est donc essentiel d'identifier et de localiser ces actifs, de cartographier les risques associés et d'évaluer l'impact financier potentiel si les risques se réalisent. Cela permet aux décideurs de prendre des décisions d'investissement en protection cyber de façon éclairée. Les décideurs sont en fin de compte responsables du risque cyber et les contraintes réglementaires sont croissantes. La gestion du risque cyber suppose un process documenté préalable, intégrant bien évidemment un PCA, un plan de continuité d'activité, voire un plan de reprise d'activité, et des acteurs identifiés et rompus à ces exercices. Comme le disait notre intervenant, il faut préparer en amont et il faut préparer avec les bons acteurs. Donc, quels sont ces acteurs ?
Eh bien, les équipes de réponse aux incidents. C'est-à-dire que déjà, en matière de cyberattaque, il faut qualifier. Qui est, j'allais dire, le plus à même pour qualifier généralement, c'est le RSSI, la DSI. Et l'ANSSI a créé des centres, les CSIRT, en région, pour traiter les demandes d'assistance cyber des organisations de taille intermédiaire. Donc, il faut également les associer finalement à l'équipe. Les assureurs cyber, vous pouvez vous assurer contre les cyberattaques, mais vous pouvez aussi faire appel aux assureurs parce qu'ils ont une grande expérience des cyberattaques et ils peuvent partager leur savoir. Les avocats, évidemment, avec les directions juridiques, notamment pour des questions de déclaration qui peuvent être délicates et contraignantes, surtout dans un cadre international, puisque l'entreprise peut, j'allais dire, avoir des filiales un peu partout dans le monde, par exemple des déclarations à la CNIL, à l'ANSSI ou à des autorités étrangères. Et puis, vous associez, comme on l'a dit, un service média, parce qu'en fait, il faut communiquer. La communication est essentielle, il faut en dire pas trop, mais assez, et y aller pas à pas. Donc en fait, cette équipe, il faut la préconstituer, la documenter, et ne pas attendre que l'attaque arrive, parce qu'elle arrivera. À noter que la loi de transposition Nice 2 arrivera au Sénat début mars. Elle a déjà été transposée en Italie et en Belgique. Il n'y aura pas de surtransposition en France. Donc il est conseillé d'attendre ce référentiel d'exigence de l'ANSSI pour démontrer sa conformité. Merci beaucoup Anne-Sophie Podi pour cette minute légale. Merci Julien. Merci Georges Fenech d'être resté avec nous pour cette deuxième partie de notre grande interview. On a essayé, on a défini ensemble la crise, comment il faut l'aborder, comment réagir en cas de crise pour nos entreprises, qu'elles soient à la fois publiques ou privées d'ailleurs. Il y a un point que je voulais aborder avec vous. Vous l'avez dit en préparant notre intervention, comme je le disais tout à l'heure, mais dit, en fait, on est dans une crise permanente. On le voit, on est dans un monde de plus en plus complexe sur le plan géopolitique, de plus en plus interconnecté. Qu'est-ce que cela change dans la gestion de la crise? Puis peut-être, avant de répondre à cette question, nous expliquer pourquoi vous considérez que finalement on est aujourd'hui dans une crise, j'allais dire, quasiment permanente. Mais chacun constate la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de ChatGPT, hein, c'est apparu comme ça, brutalement. Si on en croit notamment, je crois que c'est le CDE qui avait fait cette étude, dans les 20 ans qui viennent, il y aura 300 millions d'emplois qui vont disparaître. Et 20% des entreprises vont être très très fortement impactées, mais en même temps, il y aura des créations, évidemment, de nouveaux profils professionnels. Il faut avoir conscience de ça. On est dans un monde qui bouge, un monde qui devient de moins en moins sûr. Regardez ces grandes crises internationales, celles que nous vivons actuellement en Ukraine et au Moyen-Orient, mais il y a peut-être celles qui se profilent, à bas bruit pour l'instant, à Taïwan et ailleurs. Maintenant, il faut rajouter le Groenland, mais peut-être le canal de Panama, vous voyez. Donc, avec en plus des relations économiques plus compliquées. Quand on entend barrières douanières, augmentation des droits de douane, etc., ça oblige une entreprise qui exporte, on pense à nos vins par exemple aux États-Unis, à intégrer cela. Donc risque de conflit, risque de guerre économique, et les choses vont à une vitesse incroyable. Alors en plus, on a aujourd'hui des crises comme celle du Covid, que personne n'avait évidemment cru que ça pouvait se produire. Un confinement, quand on y pense aujourd'hui. Et ça peut se reproduire, on ne sait pas. Donc les crises sanitaires, les crises mondiales, les crises géopolitiques, les crises sécuritaires avec une menace terroriste qui est toujours très élevée, la crise climatique. Alors là, on parle de transition, hein, mais c'est quand même une crise, hein. On parle de transition climatique, comme on parle d'ailleurs de transition numérique, c'est-à-dire que ça se fait,
Ça se fait de plus en plus vite, mais il faut s'y préparer. Mais les conséquences, elles sont déjà là. Si vous parlez de la transition ou de la crise climatique, ça se traduit par une loi climat en 2021 qui a bouleversé, par exemple, la question de l'habitat et du logement. Vous avez tout le secteur de l'entreprise, du bâtiment, qui doit appliquer des nouvelles normes qui ne sont pas évidentes économiquement et tout. Voilà, donc ce sont tous ces bouleversements, je dirais, et des crises plus brutales encore qui peuvent intervenir. Tout le monde se souvient évidemment de la crise des subprimes qui nous sont tombés dessus là, comme ça brutalement, où le patrimoine même, les économies des Français ont failli y passer. Hein. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on est dans un monde turbulent, un monde de confrontation, et que toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit se préparer à une rupture technologique, une évolution et à une crise, et voire à des attaques criminelles, comme on vient d'en entendre juste avant, donc la cybercriminalité. Tout ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Il ne faut pas non plus avoir un discours, à mon avis, trop anxiogène, parce qu'à chaque époque, il y a eu ces crises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles se sont multipliées, elles se sont sans doute aggravées. Mais en même temps, on a de la croissance, on a quand même des progrès technologiques. On ne va pas non plus considérer qu'un mouvement de bascule comme on est en train de vivre, c'est forcément négatif. Ouais. Hein. Justement, en dehors de ces effets immédiats qu'on a commencé à évoquer, quels sont les effets d'une crise sur le temps long ? Vous avez parlé de la crise sanitaire, les crises géopolitiques, une crise cyber dans une entreprise. Quels sont les effets sur le long terme ? C'est comment vous dire, la modification du paysage même économique. Il y a des emplois qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain. Moi, j'ai une pensée particulière pour le monde agricole, évidemment. On voit bien la crise agricole aujourd'hui. On est dans un environnement européen avec des normes européennes. Et nous avons des agriculteurs et des exploitations familiales qui n'y arrivent plus. Et on ne le dit pas, mais il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui vont effectivement fermer dans les années qui viennent. Il y en a déjà beaucoup qui ont fermé. Faute de pouvoir vendre à un prix qui soit au moins rentable pour leur travail. Donc le long terme, alors, peut venir aussi d'une situation imprévisible, parce que toutes les crises, vous pouvez avoir vraiment pris toutes les précautions, on ne peut pas exclure qu'il y ait une crise en particulier qui intervienne, un événement majeur, une catastrophe naturelle qui peut très bien se produire. Hein. Je ne veux pas non plus alarmer, mais vous avez vu qu'il y a un astéroïde qui se balade très près de chez nous. On ne sait pas pour l'instant. Mais bon, sans parler de catastrophisme absolu comme ça, il peut se produire des événements, effectivement, qui auront des effets sur le long terme. Comment on s'adresse aujourd'hui à 3 communautés, l'Agora des DSI, l'Agora des RSSI, l'Agora des assistants de dirigeants? Comment ces personnes-là, quelle posture doivent-ils et doivent-elles adopter face à leur direction générale, leur président, leur CIO, qui ont besoin d'être rassurés? Finalement, c'est qui le leader? Est-ce que c'est le directeur général? Est-ce que si c'est une crise cyber, est-ce que c'est le DSI ou le RSSI? Comment se positionner, trouver le bon curseur? Je crois que ces gens qui occupent des postes de responsabilité, qui sont recrutés en vertu de leur qualification, de leur expérience si possible déjà, ont une responsabilité personnelle dans un organigramme où il faut savoir communiquer. Mais un bon président, c'est le président, évidemment, le CEO qui va s'entourer et qui va donner aussi une marge de manœuvre. Il faut que ce soit le RH, que ce soit le DSI ou tout responsable d'une entreprise doit se sentir à l'aise dans le poste qu'il occupe vis-à-vis de sa direction, de sa hiérarchie, et vis-à-vis de son personnel. Donc ça veut dire communication fluide à l'intérieur d'un groupe, et ça veut dire se parler franchement. Je
crois que c'est ça qui est important, et éviter que ça n'explose comme ça. Tout d'un coup, on apprend par un lanceur d'alerte qu'il y a un problème de harcèlement. Tiens, voilà. Je rappelle que, moi j'y étais à ce moment-là à l'Assemblée nationale, à la Commission des lois, on a voté des lois sur les lanceurs d'alerte, avec des obligations pour les entreprises. Pour moi, le maître mot, c'est la transparence, quoi. La vérité, la transparence. C'est peut-être l'ancien juge qui parle aussi. Hein. C'est la manifestation, comme on disait, de la vérité. C'est-à-dire, il faut jouer franc jeu. Voilà. Il faut que tout soit sur la table de façon à ce qu'il y ait le maximum de confiance dans la circulation de l'information. Pour finir cette interview, on a parlé de la crise, l'avant, le pendant. On a moins parlé de l'après, on a parlé des impacts sur le temps long, mais quelle posture on doit adopter une fois que la crise est passée? Est-ce qu'on reprend la vie comme avant? Est-ce que les choses changent? D'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, beaucoup de personnes n'ont pas réussi à reprendre la vie comme avant le confinement. Comment on doit faire? On doit se faire accompagner? Comment cela se passe? D'abord, il faut savoir identifier les causes, comprendre comment on a géré cette crise. Est-ce qu'on a bien fait ou est-ce qu'on n'a pas suffisamment fait? Et en tirer les conséquences. En tirer les conséquences pour faire en sorte que tous les procès soient renforcés, qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs. Dans le public, on appelle ça le rétex, retour d'expérience. On en a fait des retours d'expérience sur des attentats, sur des accidents. Voilà. Donc comment on gère l'après? On gère l'après en digérant tout ce qui vient de se passer, en disant finalement, on a sauvé nos emplois, on a sauvé notre réputation, c'est quand même le plus important aussi, la réputation. Maintenant, faisons en sorte que nous ayons un plan de reprise d'activité normale, de continuité d'activité, mais avec un regard légèrement, voire très différent de ce que nous avions jusque-là. Il faut être capable de muter, en quelque sorte. Il faut être capable de s'adapter. Je crois que celui qui ne s'adapte pas, il meurt. Voilà. Celui qui est capable de s'adapter, de supporter l'épreuve et de s'adapter, il en ressort en renforcé. Merci beaucoup, Georges Fenech, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le thème de la gestion de crise pour nos entreprises. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission, pour l'Agora des DSI, l'Agora des RSSI et l'Agora des assistants de dirigeants. Merci, à bientôt. Au revoir.